Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, je vous dis encore une fois bonsoir ou en fait mbote où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis l'émission est diffusée à partir de Montréal depuis déjà quelques années et nous mettons l'accent sur les réalités africaines, afro-black, ici même à Montréal. Ce soir, nous recevons à l'émission un grand monsieur avec lequel nous allons parler des différents en fait, éléments d'actualité au cours de l'année qui vient de s'achever, c'est-à-dire 2023. Je l'ai bien précisé. On va en faire un petit tour d'horizon, réfléchir un petit peu en fait pour nous permettre aussi de bien saisir, de bien comprendre l'avenir pour la nouvelle année 2024. Et d'ailleurs, j'en profite encore une fois pour vous présenter nos vœux de l'année 2024. Monsieur Moussagen, bonjour. Merci de votre présence à l'émission. Merci de l'invitation, monsieur Haringaka. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Vous avez passé des belles fêtes, vous avez bien célébré? Oui, les fêtes ont été très agréables, surtout que j'ai eu la visite de ma sœur d'Afrique. Alors ça a rafraîchi et ça a permis de passer de bons moments en famille. Mais vous, ça fait déjà depuis longtemps que vous êtes là? Oui, je suis là depuis plus de 35 ans. Alors, donc, c'est ça. Les jeunes appellent ça l'époque de Diego Cao. Ça veut dire que vous êtes parmi les anciens, Un vieux de la vieille. Non, on a nos anciens quand même. On a les doyens Bara et Jean-Pierre Touré qui sont là depuis les années 70. Là. 70. Juste avant d'aller loin dans en fait, la présentation en ce qui vous concerne, dites-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'on puisse retrouver une communauté sénégalaise ici à Montréal? Vous devez connaître l'histoire, vous. Ben, l'histoire est d'abord une histoire estudiantine parce que même jusqu'à présent, on n'est pas comme une forte communauté d'immigration comme les Italiens. La majeure partie des Sénégalais qui sont là sont des étudiants qui ont fait l'université et après ont décidé soit de rester, soit de rentrer au pays. Mais ceux qui sont là, en général, c'est ça. Bon, maintenant, la communauté s'est agrandie et on voit de plus en plus de Sénégalais à Montréal, mais quand même, c'est parce qu'on a fait beaucoup de bruit et qu'on a marqué notre empreinte. Mais on est aux alentours de 8000. 8000, déjà. Je vous pose cette question parce que j'avais cette impression que dans la diaspora sénégalaise, peut-être en France c'est tout à fait différent, mais ici, vous venez de le souligner, ce sont des étudiants, c'était des jeunes qui venaient ici pour suivre leurs études. Nombreux sont repartis, d'autres sont restés. Mais vous n'avez pas connu ce qu'on appelle la seconde vague, ce qu'on appelle la vague migratoire, c'est-à-dire des immigrants, des Sénégalais qui quittent le Sénégal dans le but de venir s'installer ici. Et non pas nécessairement d'étudier, mais de s'installer ici. Ce que l'on retrouve chez les Congolais, par exemple, ce que l'on retrouve chez les Haïtiens, par exemple, ce que l'on retrouve chez les Camerounais de plus en plus, ce que l'on retrouve chez les Marocains de plus en plus. Est-ce qu'on retrouve la même chose? Peut-être pas avec les Sénégalais. Oui, on retrouve la même chose parce que ça commence, cette vague d'immigrants professionnels, je dirais, parce que ce sont des gens qualifiés qui viennent chercher du travail au Canada. Et comme le Canada aussi est de plus en plus ouvert à la diversité, donc les gens viennent de partout. C'est sûr qu'il y a des pays comme le Congo ou certains pays où il y a des conflits, il y a aussi une bonne tranche de cette immigration-là qui est constituée de réfugiés ou de revendicateurs de statut ou des gens qui essayent de trouver un asile au Canada. Mais chez les Sénégalais, il y en a de plus en plus. Et avec l'avènement des pirogues, ils appellent ça mbekemi, c'est-à-dire les jeunes qui traversent par la Méditerranée et tout. Il y en a de plus en plus maintenant qui passent par le Nicaragua et passent par le chemin terrestre à travers les États-Unis pour arriver au Canada. Mais dites-moi, quand on voit ça, ça doit quand même nous interroger, non, en tant qu'Africains, non? Ben, ça nous interroge par rapport à nos politiques. Parce que le problème, c'est un problème de jeunesse. Et si on considère qu'au Sénégal, qu'il y a à peu près, d'après les dernières statistiques que j'ai regardées, 75% de la population a moins de 35 ans, ça veut dire que c'est une population jeune. Et il faut que les gouvernants, que nos dirigeants aient des politiques par rapport à cette jeunesse-là, des politiques d'insertion, d'employabilité, d'éducation, des politiques qui sont vraiment dédiées à des professions où les jeunes pourraient trouver du travail chez eux, rester chez eux, se développer
au lieu de penser à aller ailleurs. Parce que la jeunesse est la ressource principale de l'Afrique, je dirais, donc, en général. Si vous l'affirmez, c'est que ça ne semble pas être le cas actuellement, n'est-ce pas? Non, parce qu'on a vu tout le monde les tragédies par rapport à la Méditerranée. Oui. Combien aussi sont dans des camps en Espagne, je veux dire dans les Canaries et dans d'autres pays, oui, oui. et dans des conditions quand même qu'on pourrait interroger. Et ça prouve en quelque part l'échec de certaines politiques dans nos États. D'accord. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a quand même fait une longue introduction, qui êtes-vous? Qui êtes-vous exactement? Ben, je suis un peu mal placé pour parler de moi, mais je suis quelqu'un qui a été formé au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, qui est CESTI. Ancien président du regroupement des général des Sénégalais du Canada. Ouais. C'est vous, ça? Ça, c'est moi. Et puis, mais de profession, je suis un sound designer qu'on appelle un ingénieur de son. J'ai travaillé beaucoup en radio, télévision, dans le domaine de l'audiovisuel. Et aussi, j'ai été plus aussi un acteur culturel, plus aussi un acteur communautaire. Parce que on parle ici depuis quelle année? Depuis les années quoi? Les années 80? Depuis les années 90, j'ai travaillé dans le milieu communautaire comme coordonnateur de la régionalisation de l'immigration. J'ai travaillé aussi dans l'employabilité pour l'insertion des personnes réfugiées et immigrantes dans les différents milieux d'emploi. Et en fait, qu'avez-vous retenu de cette expérience? Ben, cette expérience-là a été enrichissante parce qu'elle a duré de nombreuses années et j'ai, entre guillemets, participé à l'insertion socio-professionnelle de certaines familles immigrantes parce que le projet de régionalisation de l'immigration consistait à faire découvrir les opportunités dans les différentes régions du Québec aux nouveaux arrivants. Parce que souvent, tout le monde reste à Montréal. On vit en ville, ce qui est un peu normal, parce qu'en ville, on se dit, il y a pratiquement tout ce qu'on cherche en termes de produits, nourriture. Puis mais qu'est-ce qu'un agronome fait en ville? Quand vous venez, vous êtes ingénieur agronome, je pense que c'est mieux de regarder vers les régions, là où le travail. Exactement. Oui. Alors donc, mon travail consistait justement à cette sensibilisation-là et à dire qu'il y a autre chose que Montréal. Oui. Le Québec, c'est pas juste Montréal. Il y a d'autres milieux de vie. Il y a aussi la Bitivité-Témiscamingue, il y a le Saguenay, pour les mines. Chaque région a comme son potentiel et ses potentialités qui font que les gens peuvent vraiment prendre l'option régionale. Mais il y a un autre problème qui est le milieu dans lequel on atterrit. Quand on arrive dans des plus petits milieux, il faut beaucoup de travail pour, je veux dire, s'intégrer. Oui, alors, notre travail consistait justement à ça, à essayer d'avoir des partenaires régionaux pour sensibiliser le milieu et aussi montrer aux personnes immigrantes qu'il peut y avoir toutes les opportunités et ce sont aussi des milieux de vie qui peuvent être agréables et qui peuvent répondre aussi aux besoins de certains immigrants parce que tous les immigrants ou réfugiés ne viennent pas de grandes villes. Exactement. Alors donc il y a des gens qui viennent de plus petits milieux qui aimeraient vraiment être dans des plus petits milieux que la ville. Sauf que la ville est anonyme, on peut se fondre dans la masse. Tandis que quand on est dans un plus petit milieu, s'il y a un problème, tout le monde est au courant aussi. Alors, et c'est ça le problème aussi. On va aller directement vers nos faits d'actualité. On est dans une nouvelle année, 2024, je le souligne. Bonne année. Mais merci, pareillement, je vous souhaite la santé, mon frère, le succès, l'amour, réalisation de vos rêves. Et moi, beaucoup de succès dans vos projets. Merci. Quand on dit la santé, après tout le reste, c'est bénéfice. 2023, il y a eu beaucoup de choses qu'on a vécues. Énormément de choses, que ce soit ici, au Québec, que ce soit dans le monde, en Afrique, un peu par-ci, par-là dans le monde. On est en 2024 maintenant, mais quand même, on s'interroge. Qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement, marqué, frappé, en suivant l'actualité qui nous a été présentée quotidiennement, en vivant nous-mêmes les conséquences de cette actualité? Qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a marqué pendant 2023?
Ben moi, je dirais d'abord à tout seigneur, tout honneur, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est ce qui s'est passé au Sénégal, mon pays. Parce qu'on a vu pour la première fois au Sénégal un président renoncer à briguer un troisième mandat. Exactement. Oui. Alors donc il y a eu des circonstances qu'on peut expliquer, dont on peut discuter, etc. Mais c'est la première fois qu'il y aura au Sénégal des élections sans le président sortant. Exactement, oui. Ça change tout quand même. On voit, oui, ça change beaucoup, dans la mesure où en Afrique, on voit des présidents qui s'éternisent au pouvoir. Et je pense qu'il est temps que l'Afrique commence à oui, mais d'accord, mais il a quand même pensé à son dauphin. Il a pensé à son dauphin. Il n'est pas là, d'accord, mais le dauphin est là. Le dauphin est là. Mais ça, c'est pas sûr que le dauphin va gagner. Ici, la joute est ouverte. Mais on dit souvent qu'en Afrique, lorsque tu as le pouvoir, tu ne peux que gagner les élections. Est-ce que le fait que le président actuel ne se présente pas et qu'il place son dauphin, n'est-il pas normal de s'interroger à savoir s'il n'y a pas un jeu machiavélique, stratégique, qui fait en sorte qu'en se retirant, en plaçant son dauphin, en gardant quelque part le pouvoir et en organisant les élections naturellement, on gagne les élections. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous dites de ça? Ben moi, je ne pense pas. Et ce qui se passe, c'est que, bon, qu'est-ce qu'il a proposé, selon moi, c'est qu'il veut faire profiter de sa machine électorale à son dauphin. Et aussi de ses réalisations. Donc là, son dauphin part peut-être avec un 20-30% en avance. Et on a aussi remarqué l'élimination de certains candidats très connus et très populaires et très très jeunes pour X, Y raisons, soit des raisons de viol de femmes, sans motif ou sans preuve réelle comme telle. Et en fait, on a remarqué l'absence carrément de certaines têtes. Encore là, le jeune fils de l'ancien président, dont vous me nommerez le nom. Abdoulaye Wade, Karim qui a décliné sa nationalité française pour se présenter. On lui dit, ben, vous êtes arrivé un petit peu trop tard, quand même, quelque part, donc on vous écarte. Non, c'est pas parce qu'il est arrivé un peu trop tard. C'est que dans le processus, il a omis certaines choses et ces choses-là ne sont pas rétroactives parce qu'il avait dit qu'il avait renoncé à sa nationalité française. Oui. Ce qui a été prouvé par un décret de la France qui, en fait, s'immisce encore dans les affaires, je veux dire, africaines, parce que c'est un décret présidentiel qui a prouvé qu'il a renié à sa nationalité française. Mais sauf qu'il avait fait sa déclaration il y a plusieurs semaines en arrière. Donc, on peut considérer ça pas comme un parjure, mais c'est une omission qui lui a coûté, je veux dire, sa candidature, dans la mesure où c'est pas rétroactif. Donc maintenant, d'après ce que l'on peut percevoir, le candidat gouvernemental a pratiquement l'autoroute devant lui par rapport aux autres candidats qui ne pèsent pas si lourd que les deux. Celui qui est en prison, Sonko, je pense Sonko. Et Karim Wade, qui semble très très populaire et qui suivait les traces de carrément son père. Donc les autres, je ne sais pas, sont-ils aussi puissants, aussi populaires? Est-ce qu'il n'est-il pas donné de dire simplement que le gouvernement, l'actuel président, en ne se présentant pas, il se prépare une autoroute pour son dauphin, pour s'assurer qu'il y aura de la continuité. Et la France, quelque part, on le dit ouvertement, la France, elle s'assure sa place quelque part dans les richesses et dans le pétrole quelque part que le Sénégal a. Le gaz et le pétrole, oui, qui ont été découverts. Regarde, moi, ce que je pense, c'est que, oui, il y a beaucoup de fake news, beaucoup de manipulation dans, je veux dire, l'information actuellement. Et je pense que ce n'est pas juste au Sénégal. Oui. Alors donc, la manipulation est partout. Oui. Ce qui s'est passé avec les opposants, je pense qu'il y en a qui ont eu des problèmes juridiques, il y en a qui ont eu des problèmes d'un autre ordre. Ça, moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Et la justice, je pense, a suivi son cours. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont questionnables. Il y a beaucoup de choses qui sont questionnables. Pourquoi actuellement, pourquoi avant les élections, ça, je laisse ça aux politiciens d'en tirer, je veux dire, les conclusions. Mais moi, à mon humble avis, concernant le dauphin,
c'est une poursuite ou une volonté de poursuivre le PCE, qui est le programme du Sénégal émergent. Oui. Et le Dauphin a été un des principaux, je veux dire, intervenants dans ce processus-là de la mise en œuvre du programme. D'accord. Alors donc, c'est un jeu politique. Je laisse ça aux politiciens. Mais moi, oui, allez-y. Mais moi, je pense que c'est la première fois, parce qu'il y a 20 candidats quand même. Et c'est pas sûr que c'est une autoroute. Dans la mesure où, plus il y a de candidatures, on doit penser qu'il y aura un deuxième tour. Et l'opposition peut se liguer, comme ils l'ont fait, pour que Abdoulaye Wade, qui a brigué un troisième mandat, je veux dire, soit défait durant les dernières élections. Sa dernière élection. 2023 marque des changements, des surprises sur le continent africain depuis la crise ukrainienne avec la Russie. On a constaté que un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest ont un discours différent, ce que l'on peut qualifier de discours nationaliste qui existait déjà depuis l'époque de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré et d'autres. Bref, une Afrique qui carrément refute, en fait, si vous voulez, ce que l'on appelait le néocolonialisme comme tel. Et on a remarqué que plusieurs pays tels que le Mali, d'autres, Burkina Faso, autres, mais on a remarqué que la Côte d'Ivoire, ça fait peur, et on a remarqué aussi le Sénégal, ça fait peur. Quand on entend les discours des jeunes, d'une nouvelle génération qui en fait réfléchit différemment comme tel. Vous, qu'est-ce que vous dites de cela, vous? Mais les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur fasse la place. Je veux dire, quand un président est 40 ans au pouvoir, je veux dire, l'Afrique doit se bâtir. Et ce sont les jeunes qui ont cette énergie, qui ont ces nouvelles idées, ces nouvelles façons de faire pour prendre en main leur destin. Très bien, c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Et toute cette mouvance-là, c'est juste, à mon avis, cette expression-là. Bon, il y a une ceinture de feu. C'est sûr que la Côte d'Ivoire et le Sénégal restent des pays relativement stables au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Justement, ne craignez-vous pas justement une explosion justement dans ces pays-là, justement? Si je prends ici le Sénégal avec l'arrestation justement des têtes d'affiche, de la tête d'affiche. Il y a une certaine colère contenue par le peuple. Si je regarde la Côte d'Ivoire avec l'arrivée du petit-fils de Houphouët-Boigny, qui est là, ça veut dire que Ouattara, le pauvre, il est presque écarté déjà, et d'où la France aussi est écartée. Et l'autre vieux qui a fait la CPI aussi, il y a une crainte. Est-ce qu'on ne craint pas ici des explosions dans ces deux pays justement qui ont été calmes jusque-là? Moi, je ne penserais pas. D'abord, je veux dire, concernant l'opposition, je veux dire, on veut dégager la France, mais en même temps, on passe par la France pour véhiculer certains messages. Et c'est contradictoire. Je veux dire, c'est différent des Thomas Sankara qui avait un discours, qui avait un nationalisme, qui l'appliquait aussi dans la réalité et le quotidien du peuple. Alors, je pense que le problème en Afrique est plus un problème de conflit de génération. Actuellement, il faut qu'on laisse la place aux jeunes. Il faut qu'on vive dans le 21e siècle, il faut qu'il y ait des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire et que ces gens qui ont fait la politique depuis les années 60 cèdent la place à de nouvelles personnes qui vont aussi apporter leur brique pour la construction de cette Afrique-là qui est le continent de l'avenir. Parce que c'est une population jeune, de plus en plus éduquée et je pense qu'il faut sortir de ces béquilles de néocolonialisme de la France. Il faut qu'on se prenne en main. C'est ça le problème. L'Europe, la France, tout ça, ils n'ont rien à voir avec nous. On doit se bâtir nous-mêmes. On doit fabriquer notre Afrique à notre image et selon les besoins de nos populations. Il faut qu'on revoie nos systèmes de santé, il faut qu'on revoie nos systèmes d'éducation, il faut qu'on revoie le civisme. Il y a beaucoup de plans sur lesquels nos gouvernants doivent se pencher au lieu de toujours regarder la France ou se plaindre de la France. La France a fait ce qu'il a fait. Regarde au Sénégal, dans le pétrole, la France n'a quasiment presque rien dans le pétrole. Alors donc, ce qui veut dire que maintenant, on commence à dealer par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c'est ça. C'est juste un changement de paradigme, un changement de mentalité, de façon de faire et de croire à nos potentiels. Nos potentialités sont que l'Afrique est riche. Et il faut
faire en sorte que cette richesse-là nous profite. Et pour faire ça, il faut juste mettre les gens au travail. Bien, je dois vous dire merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi, M. Ngaka. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour.